Bonjour, bonsoir, merci de préférer Espace TV, Espace Radio pour être au bain de l'actualité, les faits marquants de la semaine qui s'achève. Et bienvenue dans votre émission Au fil de la semaine. Au fil de la semaine, vous savez bien, c'est le rendez-vous des professionnels de l'information qui se retrouvent tous les dimanches quand il est 13h pour décrypter, analyser, commenter l'actualité qui a marqué la semaine qui s'achève. Et ils sont encore ce dimanche installés confortablement dans ce studio sur ce plateau. Et je vais vous faire découvrir tout à l'heure le nouveau look de mon frère Thierno Amadou Camara, qui est enrichissime ce soir, ou je ne sais pas, un diplomate ou en tout cas, vous le verrez tout à l'heure. Et Pendessa également qui est installé déjà, je vous les ferai voir tout à l'heure. Alors que les anciens premiers ministres, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré, sont partagés entre être rétablis dans leurs droits, comme ils le disent, et déguerpis selon le deadline du patrimoine bâti public, le président de la transition semble-t-il prendre des choses en main en Conseil des ministres si le colonel Mamadi Doumbouya a rappelé sa ferme volonté à poursuivre le programme de récupération des domaines de l'État. Cependant, pour ce qui est du cas particulier de la cité ministérielle, le chef de l'État a rappelé la diversité des situations qui prévaut dans cette zone. Il a précisé que l'examen du cas particulier sera fait sans passion et dans le respect scrupuleux des règles de l'art. Cela pourrait-il s'étendre sur Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo? Cette analyse ne devait-elle pas aussi toucher les autres domaines comme la SIG Madina entre autres? Ce sont des questions que nous nous posons dans cette émission de ce dimanche 26 février 2022. C'est Thierno Amadou Camara qui est en train de me perturber, hein? Ça je vais le dire. Cette semaine qui finit, la Cour de répression des infractions économiques et financières a encore fait parler d'elle. Plusieurs dignitaires du régime de fait ont défilé devant le haut commandement de la gendarmerie nationale. Auditionné d'abord, c'est l'ancien ministre du budget Ismaël Djoubaté, Evelyne Fola-Mansaré, ancienne DAF du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui ont été conduits à la maison centrale avant d'être relâchés provisoirement après quelques jours. Pendant ce temps, les anciens directeurs généraux de la SEG et du Fonds d'entretien routier qui sont toujours détenus à Coronti. Sujet également à décrypter dans cette émission. Vous l'avez suivi comme nous, c'était hier samedi. La mort a frappé à la porte de la commune de Ratoma après quatre de ses prédécesseurs. C'est Issa Souma également qui a rendu l'âme hier samedi du côté de Tunis. On va en parler dans cette émission. Charles Wright, le procureur près la cour d'appel de Conakry, est-il engagé vraiment à faire taire la presse dans notre pays malgré tout ce qui a été dit à son arrivée, malgré tout l'accompagnement, même si quelque part il estime, il le dit et clairement le clame haut et fort, la presse ne fait pas un homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'où compte-t-il aller? Est-il dans les prérogatives qui sont les siennes? Ce sont entre autres questions que nous nous posons cet après-midi dans cette émission. Et ils sont installés, en attendant son arrivée, il est bloqué dans les embouteillages quelque part. Nous, ou Baldé, il va prendre le train en marche tout à l'heure. Mais il est déjà installé là. Sekou Jamal Pendessa, bonsoir. Merci d'être là encore cet après-midi. Je sais que vous avez couru ces dernières minutes pour être dans ce studio. Merci de cette fidélité et ce courage, cet attachement à cette émission. Évidemment, on était avec nos confrères de Géré Couré. J'ai accusé un peu de retard, donc il fallait courir. Comme je suis un randonneur, il faut le préciser, nous on est des sportifs. D'accord. Même s'il y avait la sueur sur le front et avec tout ce que j'ai vu dans ce studio, sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef groupe de presse Gangan TV, Gangan Radio. Et lui, il est administrateur général du site d'information guinée114.com. Monsieur Camara Thierno Amadou, bonsoir. Bonsoir Dordois, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et des auditeurs.
Merci à vous également d'avoir garé votre voiture pour emprunter une moto. On est obligé parce que, vous savez, la télé et la radio ont des contraintes auxquelles nous autres de la presse écrite, on n'est pas forcément habitués. Et il y a tellement de rigueur par rapport à l'heure. Et vous savez, les aléas à travers la ville de Conakry, les embouteillages et autres. Mais bon, on se bat chaque fois que cela est nécessaire pour quand même respecter les téléspectateurs et les auditeurs. D'accord. Alors, pour respecter les téléspectateurs et les auditeurs, c'est à cause de vous. Nous nous retrouvons tous les dimanches pour votre bonheur et pour votre honneur. Avant d'aller avec les sujets égrenés, nous avons nos compatriotes. C'est vrai qu'il y a cet envahissement, cette invasion russe sur l'Ukraine aujourd'hui, mais la crainte, notre problème le plus fondamental d'ailleurs, ce sont nos compatriotes africains, mais aussi particulièrement nos compatriotes guinéens qui sont en Ukraine aujourd'hui, qui ne savent plus à quel sens vouer, même si le ministre des Affaires étrangères, Maurice Anda Kouyaté, a pris des engagements de tout faire pour mettre les Guinéens hors d'état, en tout cas hors danger. Oui, effectivement, vous savez, c'est une question qui préoccupe, au-delà de la Guinée, c'est une question aujourd'hui qui préoccupe tous les pays qui ont des ressortissants dans ce pays. Il y a déjà plus de, je pense, 100 000 personnes réfugiées qui ont réussi à sortir le pays pour trouver refuge dans les pays limitrophes. Mais tout le monde se bat pour venir en aide à ces ressortissants, à ces compatriotes. Il y a les États-Unis qui avaient anticipé et qui avaient vu avant et plus que tout le monde que cette guerre, Poutine n'allait pas renoncer comme il faisait croire à un moment donné. Et les États-Unis avaient déconseillé, avaient quand même appelé ces ressortissants à quitter ce pays. Il y a des diplomates qui ont été rappelés, tout ça. Mais aujourd'hui, la Guinée, je disais donc que c'est une question globale. Et elle ne se pose pas qu'à la Guinée. Il y a l'ensemble des pays qui cherchent à sauver des ressortissants qui se trouvent en Ukraine. Mais le problème, c'est qu'on est encore au stade des discours, parce qu'il y a 2 jours, vous en parliez dans les grandes gueules, mais je constate que depuis ces 2 jours-là, je ne vois pas un acte concret qui soit posé pour ramener ces compatriotes-là. On est resté au stade des discours. Hier, il y a une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et les diplomates européens, et on a demandé à la Guinée en tout cas en quelque sorte de clarifier sa position ou de soutenir et tout ça. Mais la question centrale qui préoccupe d'abord les Guinéens, qui concerne nos compatriotes qui sont à ce niveau-là, à cette question-là précise, il n'y a pas encore une réponse adéquate, en tout cas parce qu'aujourd'hui ce ne sont pas les discours qu'ils veulent, ce ne sont pas les engagements qu'ils veulent, ils veulent vraiment des actes concrets. Maintenant, on ne sait pas par quelle stratégie on peut passer pour aboutir à cela quand on a au niveau de la diplomatie des gens qui tâtonnent, des gens qui ne savent pas par où s'y prendre. On voit un ministre des Affaires étrangères, par exemple, qui suspend le consul d'un autre pays. Bon, je ne sais pas pourquoi ce sujet est passé inaperçu ces 2-3 jours, mais ça me paraît quand même assez extraordinaire que un pays X suspende un envoyé, qu'on appelle ça, un diplomate d'un autre pays. Je n'ai pas compris comment on est arrivé à prendre une telle décision. Comment un ministre des Affaires étrangères peut suspendre l'ambassadeur ou alors le consul honoraire d'un autre pays. On a dans la pratique de la tradition diplomatique, on entend souvent qu'on a récusé un diplomate, on expulse des diplomates, on rappelle et on convoque, et il y a tout ça, mais qu'un pays a pris une décision pour suspendre le diplomate, l'ambassadeur de notre pays, c'est en tout cas une première. Oui, donc, mais si des mots ou des manœuvres, des comportements de ce diplomate, il faut le préciser, le consul honoraire, porterait atteinte aux relations internationales du pays. Non, mais je ne crois pas que Maurice Anda soit aussi novice en la matière pour faire ce qu'il ne doit pas. Non. Je pense qu'on peut toujours faire des erreurs, on peut faire des fautes même.
mais ce que vous dites là ne justifie pas. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne dis pas que le consul il n'est pas coupable de ce dont on lui reproche. Il est reproché. Mais je dis, je ne comprends pas comment vous suspendez quelqu'un qui n'est pas de votre administration. Le ministre des Affaires étrangères peut peut-être suspendre un diplomate guinéen qui est en Ukraine, il peut suspendre un directeur national ou autre là, mais j'imagine que le consul honoraire de l'Ukraine ne marche pas sur le fichier de la fonction publique guinéenne. Il ne peut pas donc être suspendu par un officiel guinéen. C'est ma compréhension. Mais si c'était le cas, si tel était le cas, et je crois, comment il s'appelle, Charles Amara, Amara Charles Soswaduno, allait se faire entendre. Justement, là aussi, je ne comprends pas comment ça se passe parce que, en tout cas, moi, au dernier, j'ai parlé hier avec quelqu'un qui est proche de lui, qui me laissait entendre que jusqu'à hier, en tout cas, il n'y avait pas un acte officiel qui soit pris par le ministre des Affaires étrangères et qui soit notifié aux concernés, disant qu'il a été suspendu. Il y a quand même des petits couacs comme ça, des fautes impardonnables comme ça dans notre diplomatie qui font qu'on ne peut pas avoir confiance en ces gens-là. En Maurice Sanda Kouyaté, je l'avais dit depuis le début, c'est quand même quelqu'un qu'on a pris des ONG, on a mis à la tête de... Si ça ne tient qu'à lui, si ça ne tient qu'à la prise dans des ONG, qu'on s'y retrouve, ils sont nombreux quand même. Non, mais attention. Ils sont nombreux qui sont là. Le ministère des Affaires étrangères, c'est pas, je suis désolé, c'est pas le ministère de l'élevage quand même. C'est le ministère des Affaires étrangères de la Guinée. C'est la porte d'entrée, la porte de sortie de ce pays. On ne peut pas aller prendre n'importe qui et le mettre à la tête de la diplomatie. La question, c'est aujourd'hui nos compatriotes. Non, c'est ce que je dis. Les compatriotes, parce qu'on a vu des images aujourd'hui de Bachir Diané, par exemple, qui serait très touché. Nos compatriotes ne sont pas rassurés et ne peuvent pas être rassurés quand ceux-là qui sont chargés de s'occuper d'eux en notre nom ne connaissent pas par où prendre les taureaux, si on peut le dire ainsi. Ce ne sont pas... Maurice Sanda, ce n'est pas un diplomate. Je suis désolé, mais je plains le sort de nos compatriotes qui sont là-bas. S'il y a d'autres manœuvres par lesquelles le président de la transition peut passer pour le faire assister par des personnes aguerries en la matière, qui ont une expérience dans cette matière-là, qu'on le fasse pour venir en aide à nos compatriotes. Mais ce n'est pas un ministre... Maurice Sanda, il est ministre des Affaires étrangères, mais il y a la crème quand même de la diplomatie guinéenne qui est là, qui a des expériences. Exactement. Ce que j'aime dans vos questions de relance, c'est que vous m'amenez à dire tout ce que j'ai préparé au cours de cette question. Justement, est-ce que Maurice Sanda aujourd'hui travaille en concert avec les cadres de son ministère? Ça, c'est une question. Non, je la pose en termes d'interrogation, mais je voudrais aussi tenter de répondre en disant que l'impression que j'ai, il n'utilise pas cette crème dont vous parlez, qui est au sein de ce ministère-là. Et on ne peut pas, vous ne connaissez pas, mais il est venu quand même de nulle part pour être au ministère des Affaires étrangères. Ce n'est pas sa carrière quand même. Quand vous venez trouver des cadres qui sont là, qui ont géré des affaires, qui ont une expérience, vous vous servez de leur expérience, vous les mettez à votre service et vous rendez service au pays. Aujourd'hui, on a plus de 800 Guinéens. Quel élément vous avez, Thierno Amadou Camara, quel élément vous avez pour dire que Maurice Sanda ne s'adosse pas à cette crème diplomatique qu'il a trouvée en place pour, en tout cas, servir la Guinée et les partenaires de la Guinée? Non, pas servir. Sur la question précise de nos compatriotes qui sont en Ukraine, il y a 2 jours, il y a 3 jours, que le débat est sur la place publique. On parle d'engagement du ministre des Affaires étrangères. J'ai même entendu dire qu'il est engagé, il est prêt à se battre pour avoir le dernier centime qu'on a pour les ramener. Ça fait quand même 3 jours que les bombes russes sont larguées sur l'Ukraine et ça ne choisit pas qui est guinéen, qui est de ce pays, qui est truc-là. Qu'est-ce qui a été fait malgré toute la crème dont vous parlez, parce que vous parlez de crème au ministère, malgré toute cette crème, pourquoi on n'est pas parvenu aujourd'hui à mettre sur la place publique une stratégie de rapatriement de nos Guinéens, soit à Conakry ou alors dans un pays limitrophe, en attendant que des dispositions plus adéquates soient prises pour les ramener pour ceux qui veulent revenir, ou alors au retour de la paix en Ukraine pour leur retour dans ce pays-là où ils se sont établis depuis très longtemps. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a besoin de sortir de ces discours-là, de ces novices, et qu'on fasse appel à des gens qui sont vraiment expérimentés, les consulter. On a des grands diplomates. On a François Fall qui peut aider. Il y a d'autres diplomates qui peuvent aider aujourd'hui Maurice Sanda à mettre en place un circuit vraiment permettant à nos compatriotes de sortir vous
vous citez déjà des noms qui sauraient mieux le faire, en tout cas. Non, aider, pas mieux le faire, mais alors, aider. Qui serait l'aider. Voilà. D'accord, ils n'ont pas besoin d'attendre que Maurice Sanda vienne se plier à quatre pattes pour qu'il apporte leur expertise. Ce sont des Guinéens. Lorsque votre pays... C'est lui qui a besoin de résultats. Il a besoin de résultats, oui. Mais eux aussi ont besoin de résultats pour la Guinée, s'ils sont patriotes. Oui, et Sekou Jamal Pendessa sur la même question. On a vu cette image qui fait en tout cas le tour des réseaux sociaux ce matin. Un de nos compatriotes qui serait malade, un certain Bachir Diané, ou Diallo en tout cas, un certain Bachir, un Guinéen, qui serait aujourd'hui malade. Il ne sait pas comment se sortir de là. Il y a d'autres également que nous avons eu ici dans les grandes gueules qui ont réussi à rejoindre le territoire polonais. D'autres sont en train aujourd'hui de se chercher. Est-ce qu'il faut aujourd'hui plus hâter les pas, même si les plus forts que nous peinent encore à identifier leurs ressortissants? D'abord, on suit tous cette actualité malheureuse en Ukraine. Il faut rappeler que je suis de ceux-là qui avaient pensé dès les premiers pas de Mori, comment il s'appelle? Maurice Sanda, oui. Maurice Sanda, qu'il n'avait pas le profil d'un diplomate. Vous comprenez? Parce que dans la communication, on a constaté quelques dérapages, parce qu'on connaît le langage diplomatique. Mais ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas faire. Il avait la volonté de bien faire, mais ce n'est pas son domaine. Cela dit, cette fois-ci, moi, je ne vais pas lui en vouloir trop sur le cas Ukraine. Parce que vous l'avez rappelé, même les grandes puissances ont des difficultés à faire évacuer leurs ressortissants. Ouais. D'ailleurs, presque tout le monde a été pris au dépourvu, sinon que les États-Unis qui ont suffisamment un réseau d'information très fort, qui avait dit bien avant l'attaque que Poutine n'allait pas hésiter, il n'allait pas renoncer. Oui. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il y a des difficultés. C'est que le président ukrainien a décrété l'état de siège. On interdit pratiquement à tout le monde de sortir. Parce que en tout cas, tous ceux qui sont à même de mener la guerre. Exactement. Il est demandé à l'armée de tirer sur toute personne qu'on n'arrivait pas à identifier. Oui. Donc, il est très difficile de faire sortir des gens de là. Si fait que on ne va pas trop en vouloir à Maurice Sanda ou à l'État guinéen. L'interdiction de sortie n'est pas systématique. Ce qui est bon, ce que j'ai salué dans leur démarche, c'est que pour une fois, sinon pour l'une des rares fois, on se précipite à communiquer sur la situation de nos compatriotes à l'étranger. D'habitude, l'État fait comme s'il n'avait personne dans ce pays en danger, on se tait. Si fait que nos compatriotes qui sont là-bas se sentent oubliés, ils perdent de l'espoir. Mais dès les premières déflagrations, il y a eu quand même ce comité de crise qui a été mis en place par le ministère. C'est ce que pour je réfléchir. salue, j'ai par exemple échangé avec lui. Ils étaient en train de voir, parce que les banques étant fermées, les aéroports fermés, et ils étaient en train de voir par quels moyens entrer en contact avec les ressortissants. Ils ont essayé quand même de savoir ils sont combien et savoir comment ils peuvent leur faire parvenir des sous leur permettant de se débrouiller. Donc, en tout cas, c'est ce que je suis en train de dire, c'est à saluer. Oui. C'est que les premières actions posées, bien que on n'est pas encore allé en profondeur pour les ramener, mais ça rassure. Parce qu'ils se disent aujourd'hui, on n'est pas oublié par l'État guinéen. Donc l'espoir est là. Et l'espoir permet de résister, justement. Ça va leur permettre de rester là, le temps pour l'État de tout mettre en œuvre pour les aider, soit à les faire venir en Guinée ou dans un pays voisin. Je pense que c'est ce qu'il faut encourager. Maintenant, il faut dire à l'État de ne pas se limiter à ce discours, de fournir beaucoup de fonds. On sait que ce n'est pas facile du tout. Oui. Je l'ai rappelé dès le début, c'est très compliqué, mais l'État aussi est très fort pour pouvoir débloquer beaucoup de situations. En tout cas, on attend l'État sur ses coups de nous dire comment sortir nos compatriotes de cette invasion russe en Ukraine. On va tout de suite changer de sujet, mais juste après ça. Toute l'actu de la semaine, vue sous d'autres angles. Analyse, débat, revue de la presse.
Merci de nous rester fidèles, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette question. En tout cas, toutes nos compassions à nos compatriotes vivant sur le sol ukrainien. Nous souhaitons vraiment que vous vous en sortiez bien, que des maladies ne vous emportent pas et que vous ne soyez touchés par aucun mal dans ce pays et que Dieu soit votre protecteur, en tout cas protecteur divin. Et on va changer à présent de sujet. Je le disais à l'entame, Sekou Jamal Pendessa, 4 maires en fonction qui se suivent, l'un décède après l'autre. De Ramatoulaye, Sekou Batouta, Taran Diallo, et aujourd'hui c'est Issa Souma qui rend l'âme, les maires de la commune de Ratoma. On a suivi ça et je pense que d'abord il faut commencer par présenter nos condoléances à la famille de M. Souma qui est décédé et de façon élargie à tous ses prédécesseurs qui sont partis avant lui. Il y en a qui sont décédés en fonction, il y en a c'était quelques années après leur fonction. Et voilà, on se rappelle du feuilleton Batouta et Sekou Monomo, oui, Ahmed Sekou Traoré. Et quand Batouta était obligé de quitter précipitamment son lit d'hôpital puisque l'intérim a été confié à Monomo, oui, qui agissait désormais comme maire, et le vieux a dit le petit veut prendre mon pouvoir et ma place, il faut que je revienne vite. Et oui, on voit ce qui a suivi. C'est malheureux de le constater. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, mais moi je n'irai pas jusque-là. On dit simplement que c'est malheureux pour la commune de Ratoma ou la mairie de Ratoma. Vous avez vu, les commentaires ont même poussé Selouda Lendialo à répondre indirectement. Vous comprenez? Parce que beaucoup disaient non, on doit faire l'autopsie du corps de Issa. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est décédé. On sait que ça n'allait plus entre l'UFDG à un moment. C'est vrai qu'il est de l'UFDG, ouais, mais l'UFDG n'était pas partant qu'il continue à gérer la mairie. Oui. Vous comprenez? Donc, celui a fait publier, c'est là où nous, on a même eu beaucoup de noms, la liste de tous les maires de la mairie de Ratoma qui sont décédés. Oui. Donc, c'est pour dire indirectement, ça n'a pas commencé par lui. Donc, arrêtez ce que vous êtes en train de dire, quoi. Vous comprenez? Oui. Voilà. Alors, cette même question se pose, même si on a du mal à se départir de cela, mais il y a plusieurs communes à Conakry, que 4 se suivent dans la même commune. Thierno Amadou Camara, c'est vrai que c'est un destin, c'est la volonté de Dieu, mais de l'autre côté, il y a lieu quand même à s'interroger sur qu'est-ce qui peut ne pas aller à la mairie de Ratoma. Là, vous m'imposez un débat de sorcier. Est-ce que la mort choisit telle ou telle mairie? Écoutez, c'est un fait divers, c'est un fait de société qui intéresse quand même nos compatriotes. Vous savez, ce n'est pas une première. Hein, quand 2 premiers ministres ivoiriens se sont suivis, le même débat se posait en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il fallait continuer à accepter d'être premier ministre en Côte d'Ivoire? C'est tout à fait normal que malgré le deuil qu'impose le décès du maire Issa, que ce débat puisse quand même se faire. Mais il faut commencer par d'abord prier sur son corps, prier Dieu qu'il l'accueille dans son paradis. Avant lui, il y avait le maire Taran qui a aussi rendu l'âme il y a moins de 3 ans. Oui. Et en juin, je pense juin prochain, ça fera exactement 3 ans depuis que le maire Taran est décédé. En 2019. Il a pris en tant que vice-maire, et selon des procédures qui avaient été commentées à l'époque, il a donc pris le leadership de cette mairie-là en devenant le maire. Oui, s'il faut parler des relations entre lui et l'IFDZ, elles n'ont pas été des plus cordiales, hein, parce qu'on a estimé qu'à un moment donné, Issa Souma roulait pour le parti au pouvoir, le président Alpha Condé. On l'a aussi souvent reproché, et ça ce sont des faits, de ne pas prendre position de façon courageuse
pour les victimes des manifestations. Et on sait que ces victimes-là, très souvent, c'est dans la commune de Ratoma. C'est d'ailleurs là qu'on a érigé un cimetière après le cimetière de Bambeto qui symbolise la répression qu'il y a eu au temps d'Alpha Condé. Donc on a souvent reproché le fait de ne pas vraiment porter la parole des victimes face à l'État. Et donc il y a eu ces relations-là. Mais est-ce que cela peut amener à se poser des questions sur sa mort? Il est mort d'une longue maladie, selon ce qu'on dit. Pas que sur sa mort, mais... quatre maires. Je sais, ça c'est la question principale. 4 maires tous en fonction. Mais c'est quand, oui, c'est ce que, en fait, je veux ne pas occulter le pan du débat que soulève Pendessa, qui est qu'il donne écho à ça. C'est que on se pose la question sur ses relations avec l'UFDG. On essaie de faire un lien entre ça et sa mort. Sinon, il y a eu 4 maires qui sont décédés et qui sont décédés, qui se sont suivis. C'est vrai, ça pose le débat, mais je pense que voilà, ça ne nécessite pas, à mon avis, beaucoup d'importance. D'accord. On souhaite que leur âme repose en paix. Amen. Et de toutes les façons, c'est une mairie. C'est pas parce que 4 maires se sont succédés et qu'on va supprimer donc la mairie de Ratoma. Ce n'est pas pour cela que le vice-maire, en tout cas celui qui statutairement doit monter, va peut-être va refuser d'être maire de Ratoma. Si c'est le cas, l'autorité, à travers le ministère de l'Administration, se verra dans l'obligation de mettre en place une délégation spéciale. Mais en tout cas, il faudra que la mairie continue de fonctionner, être dirigée par un responsable. Paix à leur âme. Et le débat, c'est un fait de société qu'on ne peut pas empêcher. Mais je pense qu'il ne doit pas primer sur le fonctionnement de l'administration. Après le décès du maire, il y a des couloirs qui sont aménagés pour qu'il y ait un successeur et que l'administration puisse continuer. Et je pense que les autorités, à travers le gouvernement de la ville de Conakry, ne tarderont pas à mettre en marche ces couloirs-là pour qu'on ait un nouveau maire en attendant les prochaines élections communales. Il s'est aussi battu comme un lion pour être dans ce studio et sur ce plateau. Nous, Baldé, il est administrateur général du site guinématin.com. Monsieur Baldé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Camara. Bonsoir à tous. Voilà, un Baldé, quand un Camara invite un Baldé, il doit se battre comme un lion pour répondre à l'appel. Il a fait le maximum, vous savez. Moi, je vous ai suivi. J'ai suivi le début des Camara et autres qui disent avoir réussi à parquer rapidement le véhicule. Mais vous savez, Dinguiraye a assez de stations dans la ville de Conakry. Et c'est que Tcherno, puisque je l'ai écouté, ce qu'il n'a pas précisé, c'est que nous, les sites d'information, nos véhicules sont aussi des bureaux. Ouais. Et donc, on ne peut pas parquer n'importe où. Il faut trouver donc une bonne position pour pouvoir garder le véhicule. Habituellement, je prends la moto pour arriver à l'heure. Aujourd'hui, j'étais sûr d'être à l'heure, mais il y a des policiers un peu partout qui, je ne sais quelle vérification on fait, et qui s'agrippent, comme vous le savez, sur les véhicules, les motos, au beau milieu de la circulation et qui bloquent tout. D'accord, oui, et sur cette question de la mairie, parce qu'on a... Oui, c'est bien dommage. De la situation ukrainienne, maintenant on est avec la mairie de Ratoma, avec la mort de Issa Souma, après 3 autres qui l'ont précédé. Paix à l'âme de maire Issa, effectivement, je vous ai suivi et Tcherno disait, vous savez, dans les royaumes des Camara où il y a assez de sorciers, il arrive effectivement que quand quelqu'un décède, qu'on accuse le sorcier d'à côté, et quelquefois, malheur peut même arriver à ce sorcier et on dit non, il a pris quelqu'un qu'il n'aurait pas dû prendre. Et donc, les deux peuvent aller, des supputations, des rumeurs de ce genre peuvent sortir. Peut-être que la mairie peut être considérée comme hantée, parce qu'on ne peut plus accuser les hommes, mais ce qui est clair au-delà de ce que les gens disent dans les quartiers, on sait que les maires adjoints qui sont là sont déjà prêts. Il y a même eu des bruits. Moi, j'ai entendu parler de cette maladie qui s'était aggravée, je ne savais pas. Ces derniers temps, quelqu'un est venu me parler pour dire que les médias n'en parlent pas. On aurait dû peut-être organiser une passation. C'est dire donc que les adjoints n'ont pas peur de prendre la place du défunt maire. Yeah. Du défunt maire. Oui.
Alors, Mais les médias n'étaient pas informés aussi. Oui, de la maladie. J'ai dit que moi, on m'a effectivement parlé de cette maladie et du fait que, vous savez, quand il n'y a pas une passation de service, il y a des décisions que vous ne pouvez pas prendre, il y a des positions que vous ne pouvez pas prendre en tant que... Vous évacuez juste les affaires courantes. Exactement. Il y a quand même, ça soulève quand même un petit débat. Daouda, je pense que c'est important. Très souvent, il y a que les titulaires des postes sont malades et ils sont absents pendant une longue durée. Et c'est ce qui s'est passé avec Batouta quand il était malade. Il était à l'extérieur du pays et son vice-maire, il a pensé que ce dernier en faisait un peu trop au point qu'il a pensé que ce dernier voulait lui prendre sa place et donc il a anticipé. Il a même fait une communication publique dans ce sens. Dans ce sens. Maintenant, vous avez par exemple, puisque le débat nous oblige d'en parler, vous avez d'abord la mairesse de Kaloum, Madame Aminata, vous savez qu'elle est restée absente pendant longtemps et ça affecte l'administration. Et le maire Issa, exactement, il est resté malade pendant longtemps, mais les adjoints, il y avait certaines décisions qu'ils ne pouvaient pas prendre. Donc il faudrait qu'à ce niveau-là, qu'on essaie de réfléchir là-dessus. Quand les titulaires des postes ne sont pas présents pendant une certaine durée, il faut qu'automatiquement la masse de l'administration puisse continuer. Je crois que le code de collectivité... Oui, mais c'est clair là-dessus, mais on n'applique pas. C'est-à-dire que quand le maire n'est pas là, il y a celui qui doit le représenter, tout est bien ficelé, mais parfois les gens ont peur de faire le pas pour ne pas être parce qu'il y a le côté social. Voilà, il y a le côté social, vu comme des usurpateurs et tout ça. Mais il faudrait que cela soit automatiquement, quand quelqu'un est malade pendant une certaine durée qui est prévue, que l'adjoint ou alors celui qui est habilité à prendre la relève puisse le faire en attendant qu'il revienne et qu'il reprenne la totalité de son pouvoir. Cette question nous amène à nous interroger ou à nous intéresser aux autres communes. On a vu la commune de Kaloum, puisque vous la citez d'ailleurs. Le successeur à Aminata Touré, paix à son âme, qui a invité l'auditoire à se lever pour observer une minute de silence en la mémoire de la mairesse décédée, lui-même très malade, ne s'est pas levé. C'est tous les autres qui se sont levés, mais lui il est resté assis, et comme pour dire qu'il y a lieu aujourd'hui de se pencher. C'est de ce courage que Thierno parlait, parce que les textes de loi en Guinée sont quand même clairs là-dessus. Quand vous n'avez pas les aptitudes de conduire, vous ne devez pas être investi. Ce n'est pas normal. Malheureusement, nous manquons de courage et nous tenons plus compte de ce que l'environnement immédiat dit. Et puis, voilà, c'est tant pis pour les gouverner. En tout cas, du côté de la commune de Matam, Ismaël Condé, il a pris fonction, puisque le maire, lui, étant dans les mailles de la justice. Et lui a l'air bien portant. Voilà, Ismaël Condé a l'air bien portant de ce côté, et tout s'est passé dans les règles de l'art. On se demande bien pourquoi ça ne devait pas être pour toutes les autres communes, parce que ce n'est pas qu'à Conakry, même à l'intérieur du pays, il arrive parfois que les maires ne soient plus à même de tenir, la lucidité n'est plus là. On a le cas de Kindia qui est arrivé très vieux, très malade aujourd'hui, dans d'autres communes également. La mobilité réduite. Aujourd'hui, il y a ce problème qui se pose quand même. Est-ce que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ne doit pas aujourd'hui se lever et voir bien là-dedans comment les choses peuvent changer? Oui, d'abord le cas de Kaloum, on a suivi ce groupe de conseillers qui s'étaient opposés à l'investiture de M. Bangoura qui est là-bas. Il y en a qui ont dénoncé des manquements à la procédure normale, d'autres ont mis l'accent sur son état de santé. Et je pense que c'est très important. Vous savez, on a un autre problème dans ce pays, c'est qu'on veut tellement faire de la question du bulletin sanitaire de nos dirigeants d'un tabou, s'il faut faire qu'on arrive à encourager certaines pratiques. C'est-à-dire la question de santé, elle est personnelle, peut-être relèverait de la vie privée, mais si vous êtes un citoyen ordinaire, lorsque vous gérez les affaires de l'État, votre bulletin de santé doit être connu par les gouvernés. Donc si par exemple on avait pris cette bonne pratique dans ce pays d'en parler, peut-être tout ce qui nous arrive à Kaloum, à Ratoma, ça n'allait pas arriver. C'est que si l'entourage direct
n'arrive pas à mettre pression pour X ou Y raison, parce que nous évoquions tout à l'heure la question sociale ou humanitaire, certains se diraient, si je me précipite à réclamer ce poste, peut-être on dirait on me verrait derrière son mal. Exactement. Donc, mais si les médias sont informés, par exemple, et puis on en parle, il y a d'autres acteurs qui peuvent parler. Si vous n'avez pas les capacités physiques et morales, vous ne pouvez pas gouverner. Comment pensez-vous que cela puisse être possible, nous, Baldé, au niveau des collectivités, quand au sommet pour la présidentielle, par exemple, les candidats portent des complicités à se faire de bons rapports de santé? Bon, je pense que c'est le contraire. Hein. L'exigence est plutôt au niveau de la présidence de la République. Au niveau déconcentré, on ne le sent pas du tout. On a parlé de Kaloum, on a parlé des défunts, mais il y a de ces des vivants responsables qui ont une mobilité vraiment réduite, qui ne peuvent pas tout faire, qui ne peuvent pas représenter la mairie à tous les niveaux, et c'est un problème. Et au niveau de la présidence, effectivement, on devrait l'exiger, mais je pense que là, au moins, c'est codifié. Et puis il y a le formalisme qui est respecté. Si par lâcheté ou corruption quelqu'un a dû faire passer un faux diagnostic, c'est autre chose. Un faux bulletin établi, ça c'est autre chose. Mais au niveau déconcentré, même à l'abbé, il a gouverné jusqu'à son départ, mais l'ancien maire, Elhadj Sellou Diallo, il était très âgé, il avait des difficultés je pense, à aller partout. Et c'est le cas actuellement à Kindia. À Kindia, on sait que le maire actuel... Il y a quand même un fait, c'est que les mairies, c'était comment ça s'appelait, les communes rurales de développement, les CRD. Oui. Vous savez, à l'époque, parce qu'on a comme transposé les chefferies traditionnelles au niveau de ces mairies-là, au point que les maires étaient des vieux. La plupart dans nos communes à l'intérieur du pays, les maires sont des vieux. C'était des vieilles personnes. Vieilles personnes. Mais la question du bulletin de santé, elle est entière, parce que vous voyez, même en dehors de nos frontières, aujourd'hui, quand vous voyez le président du Gabon se faire conduire par quelqu'un d'autre, ça n'est pas joli à voir, mais c'est des gens qui tiennent à être là. Au Cameroun. Au Cameroun. Et combien de fois les gens se sont battus ici pour exiger à Lansana Conté qu'il publie son bulletin de santé. Et Alpha Condé lui-même, il a fallu que ce coup d'État arrive pour qu'on apprenne qu'il est malade. Qu'il est malade, et qu'on apprenne le genre de maladie qu'il a, et que on apprenait ici que par des rumeurs et tout ça, alors qu'il pouvait simplement mettre ça sur la place publique. Je pense que la question elle est entière, mais je vais dire qu'il faut, ce sont des petits problèmes, mais qui réunis constituent un gros problème quand même de fonctionnement de nos mairies. Et voilà des questions, et je vais dire factuelles, auxquelles doit s'intéresser un ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation. Mais malheureusement, on a un ministère qui est beaucoup plus préoccupé par, je vais dire, l'obsession d'être celui qui organise des élections, que vraiment d'organiser le peu qui est là, qu'on peut consolider en attendant que les élections soient organisées. Nous, Baldé, sur cette question, il le dit, il interpelle le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, mais aussi on ne peut pas occulter la responsabilité des partis politiques qui désignent des candidats pour les représenter à des compétitions ainsi. Donc, les partis politiques également doivent veiller à ce que les candidats soient des candidats aptes à tenir. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais surtout les citoyens, parce que vous savez que les partis politiques, en tout cas ceux qui sont suffisamment bien représentés, ils ont des problèmes à ce niveau-là, parce que quand vous contrôlez, quand vous avez un bastion dans une zone X ou Y, vous ne pouvez pas imposer vos hommes, parce que ça peut démobiliser au niveau local. Quelquefois, il y a c'est arrivé par exemple à Télimélé, quand en 2013 l'UFDG, en tout cas on avait directement accusé Cellou Dalein à l'époque, avait choisi un
un représentant pour être l'élu local, le député uninominal de Télimélé. L'ancien secrétaire général, feu M. Barry, a démissionné de la fédération en estimant qu'on ne peut pas mouler, entretenir et donner la vie à une structure et puis qu'on nous parachute quelqu'un d'autre et au compte de cette structure. Oui. Ça crée des problèmes. Donc, au niveau local, les populations doivent quand même faire le bon choix. Et puis, à côté, n'oublions pas que notre CNT devrait penser à ce genre de questions. Oui. Parce que quand c'est codifié, c'est plus facile de faire application que quand c'est comme ça, c'est dans l'opinion que le débat existe. On devrait, au niveau du CNT, au lieu de dilapider nos sous sur de longs trajets qui ne serviront pas à grand-chose, mais qu'on se prononce sur des questions comme ça. Alors, avant de poursuivre l'émission sur les autres sujets, notamment du côté de récupération des domaines bâtis et non bâtis publics de l'État, mais aussi des anciens dignitaires aujourd'hui qui, certains écroués à la maison centrale, d'autres sous mandat de dépôt. On a vu l'autre actualité. Nous Baldé, c'est bien cette, je vais dire, ce communiqué du chef d'état-major des forces armées guinéennes qui invite tous les militaires à résignation dans les garnisons et que les informations devraient, en tout cas en usage d'armes, en utilisation, en port d'armes, devraient être remontées toutes les 3 heures. Qu'est-ce que, à votre avis, on peut aujourd'hui craindre dans cette transition? Sincèrement, c'est pas fréquent qu'un Baldé dise à un camarade, mais c'est ça la vérité. Moi, ça m'a donné la chair de poule. Oui. Le communiqué, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on sait qu'il y a quand même, je pense 1 à 2 semaines, il y a eu des contrôles en banlieue de Conakry, des fouilles minutieuses et puis des perturbations de la circulation. On s'est demandé ce qui se passe et on nous avait informé que c'était une simulation pour d'éventuelles attaques. Oui. Et hier soir, on apprend que tout le monde est cantonné dans les camps et que chaque 3 heures qu'il faut faire un... Mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce qui se passe? On n'en sait pas grand-chose, mais honnêtement, moi, ça me donne à réfléchir et ça m'effraie quelque peu parce que, qu'on le dise ou pas, c'est une junte qui est à la tête de l'État. C'est des gens qui ont pris des armes pour déloger un chef d'État qui contrôle le pays. Est-ce qu'il y a des velléités et qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrive à rendre public une telle décision? Parce que vous savez qu'il y a des canaux de communication pour toutes les structures. Des canaux stratégiques. Exactement, même à notre niveau, quand le groupe Adafo communique, il y a un moyen quand même entre vous qu'il y ait une communication. Qu'on le rende public, c'est que c'est suffisamment sérieux et hyper important. Et Thierry Amadou Camara, sur cette question, ça vous fait quoi d'apprendre cette décision du chef d'état-major des forces armées? Non, écoutez, ça m'a surpris aussi, mais vous savez, comme nous l'a rappelé, il y a quand même eu des signes avant-coureurs. Il y a eu ce qui s'est passé au camp Samori récemment. Après, on nous a servi que c'était une simulation. Un réveil de corps. Un réveil de corps, petit patata. Je ne sais pas comment cela peut se passer pour qu'il y ait un tel déferlement comme ceux qui ont assisté à la scène ont pu décrire ce jour autour du camp Samori. Alors, je pense que si on a sorti ce communiqué, c'est aussi parce que certainement, il y a une cause. Maintenant, le débat qu'on peut se poser, c'est quelle est la cause de cette sorte de, je veux dire, l'assignation. De l'assignation en tant que telle peut donner l'impression qu'on a peur de quelque chose et qu'on est en train peut-être de prévenir quelque chose. Oui. Qu'est-ce qu'on est en train de prévenir? Mais qu'on ne se mente pas, quand même, on sait qu'il y a une situation de malaise
Je ne sais pas ce qui se passe dans l'armée, je ne suis pas dedans. C'est quoi cette situation de malaise? Cette situation de malaise, c'est que vous et moi, vous le savez, ne sommes pas totalement d'accord avec l'essentiel de ce qui est en train d'être posé comme acte. Nous étions très enthousiastes au début, c'est sa place de l'autre côté. Au début de cette transition, il avait même dit, et je le retiens, que si à l'époque, quelqu'un sortait pour contrecarrer le colonel, l'intéressé trouverait la population devant lui. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Mais je ne crois pas qu'il ait le même sentiment aujourd'hui. Je ne crois pas aujourd'hui, et je ne le souhaite pas, que si quelqu'un venait à tenir tête au colonel Doumbouya, que la population qui sortirait dans la rue puisse être en faveur du colonel Doumbouya. Je ne le crois pas, je ne le souhaite pas, mais je ne sais pas si le scénario venait à se poser, si aujourd'hui la population de Conakry se rangerait du côté du colonel Doumbouya. Ça quand même c'est une situation claire et nette qu'on connaît, qu'on ne peut pas démentir. On n'exagère rien, c'est un constat de fait. Et d'autant plus que même à leur niveau, je pense qu'ils sont en train de prendre conscience de cela. C'est pas pour rien que le colonel Doumbouya a dit qu'il faut, et on en parlera, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il faut examiner le cas de la cité ministérielle au cas par cas. Pendant qu'on est dans ce studio, on m'a envoyé une lettre du patrimoine bâti public qu'on a adressée à une famille pour leur dire... La famille de Lamine Condé. Vous pouvez rester. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on vous a causé comme truc là, ne vous gênez pas, rester, on ne vous fera rien. Et d'autres, ils vont continuer. Donc il y a quand même ces quoi comme ça, l'arrogance des gens qu'on a... Mais vous voyez, tout ça a fait que même au sein de l'armée, je ne dis pas que c'est ce qui se passe, mais j'imagine que il y a des allogies qui peuvent naître. Et quand vous venez aussi, l'humilité qu'on a connue du colonel Doumbouya au début n'a pas été le comportement partagé, le mieux partagé dans son entourage ces derniers temps. On connaît un colonel Amara que les Guinéens ne connaissaient pas, qui à mon avis d'ailleurs, puisqu'il faut s'attarder là-dessus, je ne sais pas quelle leçon de morale colonel Amara peut donner à quelqu'un dans ce pays. On a vécu le temps de Dadis quand même. Hein? Nous, on n'a pas bénéficié des privilèges de ce pays comme lui. Il avait des parents qui étaient haut gradés dans l'armée. Donc ces gens-là ne peuvent pas venir aujourd'hui prétendre donner une quelconque leçon de morale aux Guinéens. Alors, pour terminer, Daouda, il y a donc une situation de malaise aujourd'hui, qu'on ne se mente pas, le colonel le sait, je ne fais aucune révélation, il y a une situation de malaise. Et donc, si dans cette situation-là, on nous apprend qu'on caserne les militaires, la première impression qu'on a, pour qu'on n'ait pas peur des mots, la première impression qu'on a, c'est que peut-être la junte a des informations qui ne sont pas favorables à son maintien. Et donc, tout ce qu'on peut dire... à la stabilité. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils nous épargnent tout cela, en faisant en sorte qu'ils fassent leur travail qu'ils doivent faire, et le reste, je pense que quoi qu'il arrive, la population pourrait même s'offrir un obstacle aujourd'hui face à n'importe quel qu'on appelle danger qui viserait le colonel s'il venait à rester dans l'esprit de la population et dans l'esprit d'une transition. Alors, l'esprit d'une transition, on pose juste une transition et se retrouve derrière avec quelques minutes de la page commerciale. Ce mois-ci sur Calac, direction la savane avec la tigresse de la musique mandingue, Missia Saran. Missia Saran est une artiste dans l'âme, chanteuse de variété guinéenne issue de la grande famille de griots.